Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce Viva Culture, la dernière émission culturelle de la saison. Et en vous souhaitant bonne fête, je m'entretiens pour commencer avec Josette Rissetto qui est présidente de l'association Port Tango. Dans un deuxième temps, je vous propose une petite revue de presse sur la lecture, sachant que, évidemment, les nouvelles ne sont pas bonnes. C'est un collectif d'organisations professionnelles qui a publié une tribune dans Le Monde du 13 décembre dénonçant la baisse de moyens, alors qu'en fait, la lecture est l'une des politiques publiques culturelles les plus fondamentales du pays, disent les signataires, à la base de notre société et de notre façon de vivre ensemble. Or, on s'aperçoit au sein du programme Livres et Industrie culturelle, appelé Budget opérationnel de programme 334, une diminution considérable des moyens, ce qui réduit d'autant plus les possibilités de mobilisation générale revendiquées, par exemple, au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil ou ailleurs. Josette Rissetto, bonjour. Bonjour Isabelle, ravie d'être avec vous. Oui, moi aussi. Alors, vous êtes présidente de l'association Port Tango, qui existe, je crois, depuis 2009, c'est-à-dire depuis très longtemps. Et oui, c'est une association qui fête ses anniversaires tous les ans, mais c'est le peintre Bernard Xenakis qui l'a créé en 2009. Monsieur Xenakis est hélas décédé en 2010, mais il nous a laissé un héritage extraordinaire. Oui, alors peut-être ce serait bien pour nos auditeurs de préciser un petit peu ce qu'est le tango. Qu'est-ce que c'est que cette danse? Quelle est l'histoire de cette danse? Eh bien, Isabelle, le tango est reconnu au patrimoine culturel de l'humanité depuis 2009, c'est-à-dire la date de la création de notre association. Oui. Alors, le tango, c'est bien connu pour sa musique, sa danse, mais ce que l'on sait moins, c'est que le tango recouvre tout un espace culturel, de poésie, de littérature et d'histoire. Oui. Et si vous en êtes d'accord, Isabelle, oui. Je vais vous faire un petit retour en arrière pour vous raconter cette histoire. Ah ben ça, je veux bien. Oui, nous serions ravis d'en apprendre un petit peu plus. Partons en 1810. Ouh là là. Partons en Argentine. Oui. L'Argentine, en 1810, devient un État indépendant. Entendu. Elle libère les esclaves noirs importés d'Afrique au siècle précédent. D'accord. Elle se choisit Buenos Aires comme capitale. Mm-hmm. Le pays est en plein boom économique. Il a besoin de main-d'œuvre. Et l'Argentine favorise l'immigration de masse des Juifs polonais, des Russes, des Basques, des Italiens, des Espagnols, des Allemands, des Français. Quel melting pot! Oui, et ce sont majoritairement des hommes qui arrivent par centaines tous les jours. Oui. Ils s'entassent dans les quartiers pauvres de la Boca. Beaucoup, et c'est là où nous avons des liens, beaucoup transitent par le Havre. Ils bénéficient à cette époque d'une liaison ferroviaire avec Paris. Vous savez que notre port avait beaucoup de bateaux où il y avait la traite des Noirs. Mais la traite des Noirs est maintenant interdite. Ouais. Et le transport des migrants est une source d'enrichissement bienvenue pour l'activité portuaire. Et oui. Mais ces hommes, Isabelle, quand ils arrivent, ils ont des points communs. Ils sont isolés, ils souffrent d'avoir perdu leur patrie, ils sont déçus. Car ils sont rejetés par l'intelligentsia argentine et par les gauchos de la Pampa. Parce qu'il ne suffit pas d'être européen pour devenir un entrepreneur dynamique. Ah oui. Ces hommes ont apporté de leur pays, de leurs habitudes, de leur culture, ils ont apporté leurs instruments de musique. Le violon, la flûte, le tambour, la mandoline. Et ce sont des soirées où les rythmes se croisent et se mélangent. Comme chaque personne ne parle la même langue, ils inventent une langue qui est un genre de verlan. Ça s'appelle le lunfardo. Oui.
Et c'est donc dans ce contexte de brassage et de métissage que naît le tango. Voilà. Alors, comment ça se passe? Eh bien, il faut savoir qu'à ce moment-là, comme ce sont majoritairement des hommes qui sont dans ce pays, il y a à peu près une femme pour 3 hommes. Ah, elles sont très demandées. Et majoritairement, les femmes qui sont là sont des prostituées. Ouais. Ça veut dire que pour pouvoir danser avec ces dames, les messieurs s'entraînent entre eux. Et c'est pour ça que le tango est une marche militaire sur un rythme donné. Oui. Et donc, il faut absolument s'entraîner pour avoir le chance de danser avec une dame. Voilà. Mais le tango a une réputation sulfureuse qui vient de cette époque des bas-fonds. Ah, voilà. Et c'est dans les nuits de querelle et de beuverie que les tangueros expriment leur machisme, leur virilité, leur désir inavoué. Et souvent, ça se finit en bagarre. Et oui, c'est la pauvreté, la misère. Oui. C'est à partir de 1890-1900 que le tango sort des bas-fonds, grâce aux fils de bonne famille qui sont venus un peu s'encanailler dans les bas-fonds et qui commencent à introduire cette danse dans leur milieu d'origine. Oui. Le bandoneon arrive, lui, de Russie. Il devient l'instrument phare du tango. Et le répertoire musical se développe de plus en plus. Il faut dire que les musiciens sont tous autodidactes. Hein. Il n'y a pas de conservatoire. On joue à l'oreille. D'accord. Mais entre 1900 et 1907, le tango arrive en France par des paquebots transatlantiques, donc par le Havre. Les riches argentins, les marins parlent de cette danse, de son abrasso, de son rythme. L'abrasso, c'est la façon particulière de s'enlacer ensemble. Ouais. C'est une danse de couple. Voilà. Il y a même, certains prétendent même que c'est chez la comtesse de Noailles en 1905 que fut faite la première démonstration de tango. C'est pour vous dire qu'il était bien sorti des bas-fonds. Complètement. Parallèlement, les musiciens viennent faire graver leurs disques de cire à Paris, puisqu'il n'y a pas d'usine pour graver les disques à Buenos Aires. Imaginez, la France est prise d'une tangomania. On danse le tango partout. On danse par exemple le train qui relie Paris à Deauville est nommé train tango. On y danse toute la nuit. Tous les artistes intègrent le tango dans leur création. Eric Satie crée par exemple le tango perpétuel et Mistinguett danse le tango sur scène. Mais c'est à Carlos Gardel, cet enfant né à Toulouse, qui est émigré en Argentine, que l'on doit la consécration du tango. Il est mort en 1935, Isabelle, mais sa tombe continue à être fleurie, et je suis allée sur sa tombe et c'est tout à fait étonnant. Les gens continuent à fleurir sa tombe et racontent, alors qu'il est mort depuis très longtemps, qu'il continue à chanter de mieux en mieux. Buenos Aires, à cette époque, devient alors la capitale la plus européenne et la plus occidentale au monde. C'est ça. Il faut attendre 1940-1950. C'est l'âge d'or du tango. C'est là où il y a énormément de créations, beaucoup d'orchestres, beaucoup de chefs d'orchestre prestigieux. Les orchestres qui jouent du tango rivalisent en panache. Il faut être le plus rythmé possible, il faut se produire beaucoup. Le tango exulte. Il libère les jambes des femmes en fendant les jupes. Ah oui. Les danseurs adoptent les couleurs noires et rouges. C'est toujours les couleurs du tango, noir et rouge. Hein. D'accord. Les talons font leur apparition. Oui. Ils participent à l'élégance sexy de la danseuse. Mais oui. Mais Isabelle, cette liberté-là a des limites. On raconte que le pape Pie X fut alerté par cette danse scandaleuse. Et il demanda une démonstration. Et c'est un frère et une sœur, enfants de Rome, qui lui ont fait une démonstration de tango. Et en tout bien, tout honneur, pas très enlacé, puisque c'était un frère et une sœur. Et le pape a conclu que c'était finalement pas aussi scandaleux que ça.
Le tango, bien sûr, gagne du coup en respectabilité, mais il perd en créativité. Ouais. C'est ce qu'il a perdu. Oui, oui. L'histoire du tango aussi est scandée par les guerres et par les coups d'État, et en Argentine, il y en a eu nombreux. Bien sûr. Pendant la dernière guerre, Hitler se faisait jouer du tango, il était très amateur de musique. Et c'est un tango qui s'appelle Plejaria, qui accompagne les juifs dans les chambres à gaz. Et ce tango-là, on ne le joue jamais dans les balles. Je comprends. Un tango, ça s'appelle le tango des cendres, et on s'interdit de le jouer. Bien que ce soit un merveilleux tango, on s'interdit de le jouer. Bien sûr. Le jazz, la dictature, le rock'n'roll, en 1950, ne favorise pas le développement artistique en Argentine. Le tango décline. Mais en France, et heureusement, un jeune bandéoniste, Astor Piazzolla, sous l'égide de Nadia Boulanger, explore d'autres sonorités. Bien sûr. Il mixe le tango populaire avec des sons de guitare électrique, de batterie, de synthétiseur. Mais voilà. Lui, il ne compose pas pour un public de danseurs, mais pour un public de concerts. Il donne naissance au tango nuevo. Il faut savoir qu'Astor Piazzolla a été injurié par ses pairs durant toute sa vie. Oui. Mais s'il n'avait pas donné naissance à ce type de tango-là, peut-être qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas le danser. Ah oui. Oui. C'est donc une danse populaire. Comment ? C'est donc une danse populaire. C'est à l'origine une danse populaire. Lui, il a mixé les airs populaires pour en faire une musique de concert, une musique symphonique en fait. Oui, c'est ça. C'est très compliqué à danser. C'est pas D'accord. On peut l'écouter, mais c'est très compliqué. C'est fait pour être écouté. D'accord. Pas être dansé. Entendu. J'ai compris. En 1981, donc, la salle de spectacle Les Trottoirs de Buenos Aires accueille à Paris tous les réfugiés clandestins. C'est le moment de la dictature. Mais oui. De nombreux spectacles, dont Tango Argentino, s'y produisent. Et c'est un succès phénoménal. Wow. Le tango est relancé. Il renaît. Aujourd'hui, Isabelle, il se danse à peu près sur toute la planète et les codes sont uniques. Ah oui. Et nous le célébrons chaque année, le 11 décembre, qui est la date d'anniversaire de Carlos Gardel. Voilà. Voilà un peu l'histoire du tango. Mais et oui. Portango, notre association, est une héritière complète de cette histoire. Bien sûr. Il me semble que le tango aussi se distingue par des, comment on appelle ça, des tournois, des compétitions, Alors, bien sûr qu'il y a des compétitions, mais comme dans tous les autres danses. Oui. Mais ce qui fait la particularité du tango, c'est qu'avant tout, c'est une danse sociale et c'est une danse populaire. Oui. Et bien sûr, il y a des compétitions, tous les ans, il y a les mondiaux du tango, et on a maintenant de très bons maestros et qui ont beaucoup développé les figures du tango. Ah, c'est ça. Donc, oui. Voilà. Oui. J'ai cru comprendre aussi que si par exemple je dansais le tango, je pourrais aller n'importe où en France et dans le monde et trouver une sorte de communauté, un accueil auprès de danseurs de tango comme moi. Eh bien, je vous le confirme parce que moi, je l'ai dansé au Japon, je l'ai dansé en Turquie, je l'ai dansé en Jordanie, je l'ai bien sûr dansé en Amérique du Sud, je l'ai dansé à peu près sur toute la planète. Et quand j'arrive dans un pays, j'ai pas besoin de connaître la langue. C'est ça. Parce que comme les codes, c'est très précis, c'est très codifié le tango, comme les codes sont partout les mêmes sur la planète, mais bien sûr. Eh bien, je peux rencontrer une communauté sans en partager la langue. Bah, c'est magnifique. Oui. Oui, c'est magnifique. Oui. Et votre association, donc, œuvre pour ces rencontres, pour ces compétitions, pour l'apprentissage aussi, sans doute? Alors, surtout pour l'apprentissage. On œuvre pour l'apprentissage et on fait de l'événementiel. Hein. On pratique toute l'année l'hiver. On a 2 saisons, l'hiver et l'été. D'accord. L'hiver, on pratique chaque jeudi à la salle des fêtes de Graville de 19h à 21h30. Oui. Et nous avons 2 cours par mois
à l'Atrium de Coquilloville avec le professeur Claudio Coppola, qui est un maestro, qui est à la fois maestro et musicien, et qui nous vient de Paris et qui donc continue à former les tangueros. Portango, depuis sa création, a à peu près formé 1400 danseurs. Ah oui. Sur l'Havre et son environnement. Oui. Entendu. Et puis, voilà. Et puis l'été, les Havrais nous connaissent bien. Chaque lundi soir, à partir de la fin juin, on nous retrouve au bas de la petite rade. Et là, c'est intéressant parce que non seulement on danse avec tous les gens qui veulent bien venir, débutants ou confirmés, peu importe. Bien sûr. Mais aussi tous les touristes qui transitent par notre ville et qui arrivent avec leurs chaussures pour partager un moment avec nous. Oui. Donc voilà, on parle toutes les langues. Attendez, vous dites avec leurs chaussures, il faut des chaussures particulières. Oui, le tango, oui, on a toujours les danseuses ont souvent des chaussures à talons. Hein. Toujours. Ça fait partie de l'histoire du tango. Et les hommes ont des chaussures qui permettent de glisser. Ah oui, oui. C'est pas toujours facile sur le macadam c'est vrai. Du bord de mer. J'imagine. On fait pour le mieux. Oui, voilà. Mais l'hiver, nous sommes en salle et on utilise nos chaussures de danse. Voilà, c'est ça. Oh, c'est joyeux comme rassemblement. C'est très joyeux. D'ailleurs, je vous invite, le 6 février prochain, on a une soirée au Craft. Rue Aimé Césaire, à la place Danton. Oui, bien sûr, je connais, oui. Ouais. Voilà, donc on fait à peu près une soirée par mois dans des lieux divers, dont le Craft. Et cette année, nous faisons notre deuxième festival de tango argentin. Et là, pas seulement pour les danseurs, mais aussi pour les amateurs de musique et les amateurs d'histoire, puisque nous aurons une conférencière, nous avons une concertiste, Louise Jalu, qui nous fait l'honneur de venir au Havre, et nous aurons trois balles de tango. D'accord. Ce sera quand? Ça sera le 22, 23 et 24 et 25 mai 2026. C'est le week-end de la Pentecôte. 23, 24. On le note. Mai 26, Pentecôte. Entendu. Et nous serons prévenus, bien sûr, vous avez un site. Alors, nous avons un site, www.portango-le-a.fr, et sur le site de Portango, il y a un menu. Et dans le menu, vous avez l'ensemble de ce que nous proposons et la description du festival de cette année. Oui, voilà, c'est ça. On peut donc se renseigner facilement. Sinon, si on veut téléphoner à quelqu'un, c'est à vous qu'on s'adresse? Oui, bien sûr, vous pouvez tout à fait me téléphoner. Oui. Sans aucun problème. Est-ce qu'on rappelle votre téléphone ou... Voilà, le 06 oui. 52 oui. 97 oui. 88 96. Entendu. Oui, voilà, si on veut des renseignements supplémentaires, des rendez-vous précis, on peut faire ça. J'accueille toutes les questions avec plaisir. Voilà, c'est ça. Eh bien, dites, c'est très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup j'allais dire des pratiquants, des danseurs au Havre? Alors, oui, il y en a beaucoup. Mais maintenant, ils pratiquent depuis 2009. Alors maintenant, ce sont des danseurs aguerris, donc ils dansent partout. Et oui. Ils dansent partout. Oui, il y a des danseurs au Havre. Oui. Il y a des danseurs au Havre et dans les environs. Il y a des danseurs à Honfleur, il y a des danseurs à Lisieux, il y a des danseurs à Fécamp. Vous voyez, dans toute la Normandie. Il y a des danseurs à Caen, il y a des danseurs à Rouen. Bien sûr. Comme c'est une communauté, on se retrouve et on s'informe sur les différents réseaux. C'est ça. Mais vous avez combien d'adhérents? Nous avons une 50aine d'adhérents. Ah voilà, c'est ça. Parce que j'imagine, on paye une adhésion ou on renouvelle son adhésion, non? Alors, l'adhésion est de 20 € par an. Oui. Et voilà. Et après, le coût des cours et de la pratique, c'est en fonction du nombre de cours, prix. Ah, oui, bien sûr. Mais l'ensemble des tarifs sont aussi sur notre site. Voilà, d'accord. D'accord, oui, en plus. Mais un cours de tango, c'est 9,70 €, hein, c'est un peu moins de 10 €. D'accord, entendu. Oui. Et est-ce que les jeunes sont attirés par le tango également? Alors, nous avons eu des classes de collège.
Oui. Et une année, on a pratiqué avec les 14-15 ans. Ces jeunes-là, ils ont dansé, ils sont partis, et puis de temps en temps, on en voit revenir. Oui. On en voit revenir. Majoritairement, l'âge se situe entre 35 et c'est sans limite d'âge, puisqu'on peut danser jusqu'à plus de 80 ans sans aucun problème, parce que le tango a cette particularité, c'est que c'est excellent du point de vue de la santé. Hein, oui. Ça permet une très bonne tenue du corps, ça permet de travailler la motricité, ça permet de travailler cet anti-stress, ça a des vertus tout à fait importantes. D'ailleurs, il y a toute une frange du tango qui s'appelle tango thérapeutique qui est pratiqué dans les lieux de soins et les lieux pour personnes âgées. Ah oui. Donc, oui. Voilà, parce qu'on utilise ces vertus-là, justement. Et c'est aussi, comme c'est une danse sociale et une danse à deux, c'est aussi une danse de communication infraverbale. Oui, bien sûr. Oui. Oui, je veux bien l'entendre. Ouais. Et vous-même, vous êtes arrivé au tango comment ? Eh bien, en 1980, j'étais étudiante à Paris et je fréquentais les trottoirs de Buenos Aires et c'est comme ça que j'ai rencontré. Mais j'ai pas pratiqué tout de suite, je me contentais de regarder des spectacles. Ah oui. C'est en 2010, un autre peintre, Gabriel Reis Mendoza, qui un jour m'a invité à une soirée de tango organisée par l'association de Bernard Zinakis. Et voilà. Et j'ai été conquise. Ah, mais bien sûr. Et Gabriel Resmentosa, oui, vous nous le connaissons, il est adhérent chez nous depuis longtemps. Voilà, donc c'est lui qui m'a invité au tango, c'est un... Ouais. Oui. Eh bien, écoutez, on va se donner rendez-vous, alors soit un de ces soirs, un jeudi par exemple, ou une fois par mois à l'Atrium, vous avez dit ? Oui. Et bien sûr en été, alors très librement au bas de la Petite Rade, et votre festival qui semble, ma foi, très complet. Oui, cette année, vraiment, on a ouvert l'éventail de tango le plus largement possible pour répondre à l'ensemble des demandes. Parce que nous avions eu des demandes au premier festival sur les amateurs de musique, mais qui étaient des non-danseurs et qui regrettaient de ne pas pouvoir profiter de cette musique. Eh bien, cette année, ce sera possible. En 2026, voilà, on réalise cela. Oui, ça me donne envie de vous demander, quelquefois le tango semble difficile, le pas semble difficile à un néophyte. Oui, alors c'est une marche, c'est ce que je vous ai expliqué dans l'histoire du tango. Avant tout, c'est une marche, et c'est une marche rythmée, c'est une marche militaire. Voilà, alors d'abord on commence par la marche, toujours. Ça demande, c'est vrai que le tango qui paraît... langoureux, lascif, est une danse assez technique, mais accessible à tout le monde. Ah oui. Avec une bonne écoute musicale, on accède facilement à cette danse. Oui. Et on arrive effectivement non seulement à faire les pas, mais aussi à, épouser, on l'épouse pas, mais enfin à suivre son partenaire, à être fluide avec lui. Voilà. Ah ben, c'est une danse de bal qui se danse à deux. Hein. Oui. Voilà. Mais c'est une danse d'improvisation, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez acquis la technique, la technique de base, ensuite vous dansez avec ce que vous entendez de la musique. Ah oui. Et donc, il n'y a pas deux pas pareils, il n'y a pas deux couples qui font la même chose. Ah oui. À chaque fois, c'est ce qui est merveilleux, parce que c'est ce qui donne l'aspect extrêmement créatif et inventif du tango. Le tango a des codes. Quand un monsieur invite une dame, puisque c'est souvent comme ça que ça se passe, par le biais d'un cabeceo, au tango, on essaye d'être le moins... comment je vais expliquer ça, d'être le plus respectueux possible. Oui. Et donc pour s'inviter, on s'invite du regard. Ah oui. Et si Isabelle, vous acceptez l'invitation du monsieur,
eh bien, il va venir vous chercher. Mais si vous ne voulez pas danser avec ce monsieur-là, vous allez tourner la tête. Oui. Et il cherchera une autre danseuse. Voilà. Mais voilà, une fois que vous avez accepté son invitation, vous allez donc dans le bal, enfin dans le cercle constitué par l'ensemble des danseurs. Oui. Et on circule dans le sens à l'envers de l'aiguille d'une montre. Ah voilà. Et tout le monde circule de la même façon pour donner de l'énergie au bal et pour éviter de se bousculer. Ah oui, oui. Vous allez être invité pour 3 danses. 3 ou 4. Ça s'appelle une tanda. Ah, oui. Et puis quand la tanda sera terminée, le cavalier va vous raccompagner à votre place. Voilà. Et une autre musique qui n'est pas une musique de tango, qui s'appelle une cortina, va séparer la prochaine tanda. Et d'accord. Et donc ça permet aux danseurs de se trouver un autre partenaire pour la prochaine tanda. Oui, voilà. Oui, oui. Ah, c'est très intéressant d'apprendre ça. C'est ce qui en fait la magie. Bien sûr. Oui, ce qui fait la magie, c'est à la fois ces codes, cette liberté d'improvisation, cette musique fabuleuse, c'est ça. Cette histoire qui n'est pas terminée, puisque le tango se développe absolument partout. Oui. Et c'est l'idée aussi, les danseurs les plus aguerris doivent transmettre. Voilà. C'est ça aussi le fondement de notre association, c'est aussi la transmission. Voilà. Qu'elle soit transgénérationnelle et transsociale. Rien n'existe que la transmission de cette danse pour un plaisir, soit éphémère, mais extraordinaire. Mais oui, je veux bien le croire, bien sûr. Oui, oui. Eh bien, écoutez, Josette Rissetto, un grand merci pour toutes ces explications dont je crois beaucoup d'auditeurs, et moi la première, nous avions besoin. Merci beaucoup. Alors, c'est moi, Isabelle. À bientôt. À bientôt. Le prix Goncourt vient d'être remis à l'écrivain Laurent Mauvigné pour son livre « La maison vide ». Signalons au passage qu'il existe plusieurs Goncourt, le Goncourt des lycéens, les Goncourt internationaux, le Goncourt de la poésie, du premier roman, de la nouvelle, de la biographie et même le Goncourt des détenus. Mais, pourquoi parler de la lecture aujourd'hui, alors que nous savons que les Français lisent de moins en moins? 31 minutes par jour, c'est en 2025 le temps moyen passé par les Français à lire, ni pour le travail ni pour les études, à comparer aux 3h21 minutes chaque jour passées devant un écran. C'est un grand article du Monde, du supplément Sciences et Médecine du 22 octobre qui nous l'apprend. C'est un baromètre publié en avril par le Centre national du livre, qui publie son enquête réalisée en janvier par Ipsos, par téléphone, tous les 2 ans, auprès d'un échantillon représentatif de 1001 Français âgés de 15 ans et plus, c'est-à-dire que moins de la moitié, 45% des Français, lisent quotidiennement. Et la lecture, nous le savons tous, est menacée par l'omniprésence des écrans, l'enfermement algorithmique et la fragmentation de l'attention créée par les réseaux sociaux. Et c'est Régine Atchando, présidente du CNL, qui nous alerte. Elle dit « Le risque est d'aboutir à des civilisations qui n'auraient plus la maîtrise de la nuance et de la subtilité de la langue que la lecture peut développer, voire qui auraient une difficulté à penser le monde, à faire preuve d'esprit critique. » Et effectivement, en 2024, on a constaté déjà que 13% des jeunes participant à la journée défense et citoyenneté présentaient des difficultés en lecture et 6% pouvaient être considérés comme étant en situation d'illettrisme. Et la France se situe en 28e position en compréhension de l'écrit dans le dernier classement PISA. Alors pourquoi s'intéresser à la lecture puisque
puisque, évidemment, Laurent Cohen, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, faisant partie d'une équipe de recherche en neurosciences cognitives à l'Institut du cerveau à Paris, remarque que notre cerveau n'a pas de système inné de la lecture. Que se passe-t-il dans le cerveau quand nous lisons ? Et l'article du Monde détaille effectivement tous les bienfaits de la lecture, intitulé « Une symphonie cérébrale ». En fait, il existe une aire du cerveau spécialisée dans la lecture. Elle est située dans le sillon occipito-temporal, à l'arrière de l'hémisphère gauche. Elle est baptisée l'aire de la forme visuelle des mots, ou boîte aux lettres du cerveau. Et chez les enfants qui apprennent à lire, c'est cette même zone de reconnaissance des lettres qui se spécialise progressivement. En gros, en fait, la lecture mobilise plusieurs zones cérébrales, celle du cortex visuel, du langage, de l'attention, et elle active les connexions cérébrales. En fait, elle développe, plus qu'un déchiffrage de mots, l'ensemble des fonctions cognitives, attention, mémoire, compréhension, esprit critique, imagination. C'est la neuropsychologue Sylvie Chocron, directrice de recherche du CNRS, qui nous l'apprend. Lire renforce la créativité, l'un des piliers de l'intelligence. Par exemple, la lecture d'un roman policier active des aires spécifiques, frontales en particulier, de très haut niveau, l'anticipation, la prédiction, le raisonnement, le jugement critique. Michel Desmurger appelle la lecture une machine à fabriquer l'intelligence. Il est directeur de recherche à l'INSERM. Il a écrit un livre intitulé « Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital ». Il explique que, à ses yeux, les effets bénéfiques sont massifs. Laurent Cohen, par exemple, note que la lecture est une porte d'entrée unique dans le monde des mots. Elle donne accès à une quantité gigantesque d'informations qui seraient inaccessibles autrement. Et Michel Desmurger nous explique aussi que la langue est bien plus riche à l'écrit qu'à l'oral, en matière de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison. Par exemple, les études ont montré que des livres illustrés pour enfants de 0 à 5 ans sont plus denses et plus diversifiés que tous les corpus oraux standards. Ils comprennent ainsi une proportion plus importante de formes complexes et de mots rares. La lecture, évidemment, joue un rôle dans la réussite scolaire, mais ce n'est pas tout. Lire renforce aussi les compétences socio-émotionnelles et l'empathie, ce que les réseaux sociaux, qui ne laissent pas le temps du jugement critique, tentent d'affaiblir. En fait, la lecture, c'est un peu comme une leçon d'émotion. La fiction, pour Michel Desmurger, agit comme un véritable simulateur social. Que faut-il ? Évidemment réguler les écrans. On se souvient du slogan « Éteignez votre portable, allumez votre cerveau, lisez ». Et le salon du livre jeunesse se tient du 26 novembre au 1er décembre à Montreuil comme d'habitude. En fait, il s'agit d'engager les jeunes générations à lire davantage pour leur permettre de penser par elles-mêmes. Quand nous scrollons, nous ne nous donnons pas le temps pour comprendre ce que nous voyons ou lisons. Le numérique nous vole du temps de réflexion. Et Michel Desmurger l'affirme, il est crucial d'informer les parents de l'apport unique et massif de la lecture, car c'est un facteur essentiel d'intégration citoyenne et de résorption des inégalités sociales. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Margot Poutavi et Lucie Covin. À notre agenda culturel, je voudrais vous signaler une tribune publiée dans Le Monde du 13 décembre. Elle est de François-Xavier Petit, historien et anthropologue. Son titre en est « La crise que nous vivons est d'abord une crise de l'imaginaire ».
Il constate effectivement que dans le monde, la fascination pour les pouvoirs forts l'emporte. C'est un symptôme. Effectivement, peut-être que cela montre que nous tentons de retenir par la force le sol qui glisse sous nos pieds, celui du temps de l'abondance et du « nos limites ». Tout a vieilli en accéléré, dit-il, et que s'est-il passé ? Que sont devenus l'État, l'école, l'hôpital, les services publics en général ? L'historien constate que leur efficacité a tragiquement diminué. Et il se pose la question, il se dit, cette première défaite de l'Anthropocène n'est pas le changement climatique, mais notre propre incapacité à repenser une vie heureuse sous contrainte avec d'autres formes de progrès. Quel progrès ? Réparation, robustesse, nouvelles alliances, homme-milieu, habitabilité, éthique de l'attention, soins du vivant, humain et non humain. Voici les premières voies. Il note que l'imaginaire de la réparation peut remplacer celui de la modernisation et contrer la violence du monde qui brûle et s'affronte. Contre l'effondrement du monde d'hier, il dit « réparons ». Réparons les choses, les objets, réparons la nature, réparons le vivant, réparons les savoirs. Et il continue, avec les savoirs, c'est la culture, les communautés, les identités, les fiertés, tout ce qui fait que l'on tient debout. Ne pas actualiser nos imaginaires et se condamner à vivre l'effondrement du monde d'hier, dont rien ne peut sortir de bon. Voilà, bonne semaine à vous, bonne fête de fin d'année et rendez-vous pour le prochain Viva Culture en 2026, le 11 janvier. Bonne fête, au revoir, rejoignez-nous, adhérez, réadhérez et bienvenue chez nous, au revoir.